never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Alors, l'architecture navale d'un cuirassé Dreadnought. Notez que ce ne sera pas une discussion exacte sur l'équilibre à 3 voies entre la vitesse, la protection et la puissance de feu, car c'est plutôt une discussion sur comment vous réalisez un design équilibré, à la fois pour les navires de guerre en général et les cuirassés en particulier, et aura finalement sa propre vidéo. C'est plutôt sur les fondamentaux de la conception de la coque pour un cuirassé. Et bien sûr, cela implique des concepts assez complexes, tels que la hauteur métacentrique d'un cuirassé, mais je n'entrerai pas dans les détails sur des concepts et des formules spécifiques telles que la hauteur métacentrique, car cela convient vraiment pour sa propre vidéo séparée. Votre tâche est de concevoir un cuirassé de type Dreadnought. Eh bien, par où commencez-vous? Il y a plusieurs endroits pour commencer, mais pour les besoins de cette discussion, considérons d'abord la proue, durant l'ère des cuirassés Dreadnought, c'est-à-dire, en gros, de 1905 à 1945, gardez à l'esprit, c'est seulement environ 40 ans que vous passez de Dreadnought à Yamato, la proue évolue de plusieurs façons. Initialement, en quelque sorte un vestige de la fin de l'ère des cuirassés et de l'ère pré-Dreadnought, les cuirassés étaient équipés d'une proue bélier. Le bélier était l'élément principal, mais il pourrait aussi y avoir une sorte de tube de torpille à l'avant. Maintenant, évidemment, une proue bélier, comme son nom l'indique, est conçue pour permettre au navire de percuter quelque chose en toute sécurité, relativement parlant. Et je dis relativement parlant parce que même avec la section spécialement renforcée de la proue qui est conçue pour percer un trou dans votre ennemi, si vous êtes dans un cuirassé de plus de 20 000 tonnes et que vous heurtez quelque chose qui va offrir une résistance substantielle, il y a beaucoup d'énergie impliquée. Et là où il y a beaucoup d'énergie impliquée, les choses commencent à se briser. Même si votre proue bélier elle-même ne se brise pas, le reste de la proue, la partie supérieure, la tige, pourrait bien s'effondrer, et vous verrez cela dans un certain nombre de collisions accidentelles, comme dans un certain nombre de collisions délibérées. Alors gardez toujours à l'esprit qu'une proue bélier vous rend meilleur pour infliger des dommages de bélier à l'ennemi. Cela ne vous rend pas immunisé contre la réception de dommages si vous arrivez à percuter quelqu'un. Maintenant, un cuirassé à proue bélier aurait généralement une proue relativement droite, qui se courberait ensuite vers l'extérieur et vers l'avant sous l'eau pour former la protubérance qui serait la partie d'éperonnage réel, parce que, évidemment, vous servez au mieux vos objectifs en perçant des trous dans le navire ennemi sous l'eau pour laisser rentrer une grande quantité d'eau plutôt que d'avoir une grande protubérance pointue sur le dessus de votre navire qui percerait un grand trou dans le côté, mais probablement ne causerait pas beaucoup de dommages autres que cosmétiques. Maintenant, la proue bélier avait un certain effet hydrodynamique involontaire dont nous parlerons dans un instant, mais comme la mode de l'éperonnage a disparu à mesure que l'ère des cuirassés progressait, les cuirassés ont adopté une configuration de proue plus droite, où le bélier a pratiquement disparu, bien que, curieusement, le seul combat mortel du Her Majesty's Ship Dreadnought serait contre un sous-marin en utilisant son bélier. Néanmoins, avec le temps et la nécessité de plus en plus grande de garder un navire au sec, ce qui est une autre question dont nous parlerons un peu plus tard, les proues ont commencé à changer une fois de plus, alors que les navires commençaient à accélérer. La proue dite de l'Atlantique, ou évasée, selon le pays où vous vous trouvez, a commencé à être de plus en plus à la mode. C'est assez explicite, du moins dans son dernier terme, et cela implique que la proue dépasse assez considérablement de la ligne de flottaison avec les côtés évasés. Cela est conçu pour permettre au navire de couper l'eau comme n'importe quelle autre proue, mais lorsque l'eau gicle ou en mer agitée lorsque le navire heurte une vague, l'idée est que cette eau sera principalement, espérons-le, déviée ou canalisée loin du navire plutôt que de simplement monter droit sur la proue et se déverser sur le gaillard d'avant, ce qui est à la fois désordonné et peut interférer avec les canons principaux, mais peut aussi ralentir considérablement le navire, à la fois par l'impact cinétique pur
et parce qu'il y a maintenant plusieurs centaines de tonnes d'eau qui pressent la proue du navire vers le bas et augmentent la traînée, du moins jusqu'à ce que cette eau s'écoule. La forme finale, du moins pour les cuirassés Dreadnought, était la proue bulbeuse. Vous pourriez penser que cela ressemble à une proue bélier, bien que légèrement moins efficace. Eh bien, visuellement, oui, et c'est pourquoi j'ai mentionné que nous allions couvrir un effet involontaire de la proue bélier plus tard. La proue bulbeuse est conçue pour permettre à un navire d'être plus efficace hydrodynamiquement, ce qui signifie à son tour qu'il peut soit aller plus vite pour la même quantité d'énergie, soit atteindre une vitesse cible en utilisant moins d'énergie. La raison en est que lorsque vous vous déplacez à une vitesse substantielle, ce qui est le cas des cuirassés Dreadnought en ce qui concerne les navires en général, bien qu'il y ait évidemment des navires plus rapides comme les destroyers et les croiseurs, mais peu importe, à la vitesse de plus de 20 nœuds, qui est typique pour ce type de navire, la cause principale de la résistance à un navire, c'est-à-dire la vague d'étrave créée par l'étrave qui fend l'eau est une force qui propulse le navire vers l'avant en pompant de l'énergie. Maintenant, ce qu'une étrave bulbeuse fait, c'est qu'elle s'étend au-delà de l'étrave du navire, elle crée la vague de pression qui normalement créerait une vague d'étrave devant le navire, et vous pourriez penser, comment cela aide-t-il? Eh bien, le fait est que l'étrave bulbeuse est évidemment sous l'eau, et l'étrave elle-même qui coupe l'eau est toujours là, donc l'étrave créera également sa propre vague. Cependant, parce que l'étrave bulbeuse a créé une vague en premier, le sommet de cette vague monte puis descend dans un creux. Et ce creux croise le sommet de la vague d'étrave qui est générée par l'étrave conventionnelle du navire. Cela crée une onde sinusoïdale qui est décalée si vous concevez correctement votre étrave bulbeuse d'environ 180 degrés, ce qui annule alors les deux vagues et donc, du moins en théorie, la mer se sépare autour de l'étrave du navire de manière relativement calme et ordonnée. Il y a donc nettement moins de résistance pour le navire lorsqu'il traverse l'eau. Il y a beaucoup de mathématiques compliquées à effectuer pour obtenir la forme exacte de l'étrave bulbeuse et la longueur exacte pour créer cet effet d'annulation optimale. Mais l'ancienne étrave en bélier avait cet effet, à un certain degré parce qu'elle était aussi une protubérance sous-marine à l'avant du navire. Donc il a commencé à créer une sorte de fausse vague d'étrave devant le navire. Évidemment, il ne le concevait pas spécifiquement à cette fin. Donc l'effet d'annulation n'était pas de 100% ou même proche de cela, mais même un effet d'annulation partielle réduira les forces globales ralentissant le navire et donc, étrangement, les navires avec des étraves en bélier, toutes choses étant égales par ailleurs, étaient légèrement plus efficaces et utilisaient légèrement moins de puissance pour atteindre la même vitesse par rapport aux navires avec des étraves plates qui les ont immédiatement succédé. Il y a quelques problèmes avec les étraves bulbeuses. Elles ajoutent évidemment du poids et augmentent la traînée parce qu'il y a plus de surface du navire sous l'eau étant soumis à la friction. Cependant, ces effets sont assez négligeables sur un navire relativement rapide comme un cuirassé et ils sont plus sensiblement ressentis sur des navires lents comme les cargos vagabonds. Qu'en est-il du reste du navire, en dehors de la proue? Eh bien, l'un des facteurs clés que vous devez déterminer est votre rapport longueur-largeur, c'est-à-dire quelle est la relation entre la longueur totale de votre coque et sa largeur maximale. C'est important pour plusieurs raisons. Évidemment, une coque très étroite, vous ne pouvez pas y mettre grand-chose. Une coque très large, vous pouvez y mettre beaucoup de choses. Mais cela a d'autres effets sur des choses comme la stabilité et la vitesse, qui sont encore des facteurs dont nous parlerons un peu plus tard. Mais en général, le rapport largeur-longueur décrira en règle générale si vous construisez ou non un navire rapide ou un navire particulièrement lent, et c'est parce que lorsque vous pensez à la surface de section par rapport à la surface mouillée totale d'un navire, mais la surface de section est la partie qui cause le plus de résistance en général. Si votre navire est très très long et relativement étroit, alors en ce qui concerne la mer, lorsque vous avancez à travers elle, votre surface de section globale est assez petite, et cela signifie évidemment une résistance quelque peu moindre, parce que vous n'avez pas à forcer autant de mer à s'écarter pour vous.
La longueur est clé, en partie parce que vous avez besoin d'espace pour placer la machinerie et toutes les autres parties de votre navire, mais aussi parce qu'elle a à voir avec la surface de section par rapport au volume et donc à la masse. Donc vous devez concentrer autant de masse que possible derrière une surface aussi étroite que possible. C'est par exemple une des raisons pour lesquelles les flèches sont très longues, mais ont une très petite surface de section en regardant vers l'avant. Cependant, il y a des inconvénients à un navire long et étroit, en dehors du fait que vous n'allez pas avoir une largeur de coque pour stocker des choses comme des armes, des munitions et des moteurs. Un des autres facteurs est la manœuvrabilité. Si votre navire est très long et très mince, alors lorsque vous essayez de tourner, vous avez une énorme surface qui va résister à ce virage, et pas une terrible quantité de masse derrière par rapport à la surface totale. En fait, l'inverse exact de ce que vous auriez avec votre proue mince pointant vers l'avant. Cela signifie qu'il va falloir une énorme quantité d'énergie pour vous faire changer de direction, et en conséquence, un navire long et mince sera généralement capable d'atteindre des vitesses assez élevées, mais à moins que vous ne mettiez un gouvernail de la taille de plusieurs portes de grange à l'arrière, vous ne tournerez pas très vite. A l'inverse, si vous construisez un navire avec un faible rapport longueur-largeur, c'est-à-dire un navire qui est relativement court pour sa largeur, alors vous avez beaucoup plus de masse pour une certaine surface transversale latérale, et aussi parce que votre gouvernail est monté à l'arrière du navire, et donc tourner revient essentiellement à transformer votre navire en un énorme levier pour tourner contre la force de l'océan, et l'océan repousse bien sûr. Sur un navire relativement court, l'effet de l'eau de chaque côté de la proue qui résiste à la rotation du navire est considérablement moindre grâce au principe du levier que sur un navire très long et mince. Ainsi, un navire plus court et plus large est généralement beaucoup plus agile. Donc, une partie de votre réflexion sur la conception doit être de savoir à quelle vitesse et avec quelle agilité je veux que ce navire soit, puis vous faites un compromis entre les deux ainsi que d'autres considérations comme nous en avions, comme le volume interne, et vous arrivez à un rapport longueur-largeur qui est le plus adapté à la conception que vous souhaitez. En général, avec les cuirassés Dreadnought, le rapport longueur-largeur serait quelque peu plus petit que pour quelque chose comme, disons, un croiseur de bataille ou un croiseur régulier ou même un destroyer. Et c'est, entre autres raisons, pourquoi vous pouvez avoir un cuirassé qui pourrait avoir un déplacement similaire à celui du croiseur de bataille moyen, mais qui pourrait être considérablement plus court, car lorsque vous regardez la largeur, vous constaterez soudainement que le cuirassé Dreadnought est considérablement plus large qu'un croiseur ou un croiseur de bataille, et donc son volume global lui permettra de déplacer approximativement autant. Bien sûr, certains croiseurs de bataille déplacent beaucoup plus que leurs homologues cuirassés, mais vous aurez tendance à constater que dans ces cas particuliers, les dimensions globales sont également beaucoup plus grandes à tous égards, en longueur, largeur et tirant d'eau, par rapport au cuirassé Dreadnought moyen contemporain. Alors, maintenant que vous connaissez votre proue et que vous avez décidé du type de rapport longueur-largeur que vous voulez, qu'en est-il du franc-bord? Maintenant, qu'est-ce que le franc-bord? Eh bien, en effet, le franc-bord est la distance entre la ligne de flottaison à votre condition de chargement normale et le haut du côté de votre coque. Cela semble relativement simple, mais bien sûr, cela peut varier. Beaucoup de navires pourraient avoir un pont arrière, c'est-à-dire la partie arrière du navire qui est plus basse que le gaillard d'avant. Alternativement, vous pourriez avoir un navire à pont flush comme un certain nombre de destroyers américains, ainsi que la plupart des croiseurs, ou vous pourriez avoir un navire qui a juste un pont arrière abaissé, et le milieu du navire et le gaillard d'avant sont tout hauts. Vous pourriez avoir un navire qui a un gaillard d'avant surélevé, et le milieu du navire et le pont arrière sont plus bas, ou vous pourriez avoir quelque chose de semblable à certains des premiers Dreadnoughts, où il pourrait même y avoir une section surélevée plus étroite du gaillard d'avant, mais pas nécessairement toute la partie avant du navire est élevée à un niveau supérieur. C'est généralement un facteur de stabilité, ce qui est encore quelque chose dont nous parlerons un peu plus tard, mais pour les besoins de la discussion sur le franc-bord, il y a deux considérations clés pour un cuirassé Dreadnought. L'un est la tenue en mer, que nous couvrirons de nouveau un peu plus en détail plus tard, l'autre est votre profil de cible et le volume global du navire.
Maintenant, le profil de cible devrait être assez évident. Plus votre coque est hors de l'eau, plus elle est une grande cible pour les canons ennemis, inversement, plus elle est basse, moins vous êtes une cible pour les canons ennemis. Le volume de la coque est important car, bien sûr, dans le volume de la coque, vous devez mettre tout ce qui fait de votre navire de guerre un navire de guerre, y compris des choses comme des canons, des hommes, des munitions, de la nourriture, des moteurs, etc. Et si vous avez un franc-bord plus élevé, alors vous avez un volume de coque beaucoup plus grand, et donc vous pouvez y mettre plus de choses. Alors qu'avec un navire à faible franc-bord, vous devez commencer à sacrifier quelque chose. Et puisque un canon est un canon, si vous avez, disons, une tourelle de canon de 12 pouces, elle aura la même taille que vous ayez un franc-bord de 6 pouces ou de 60 pieds, bien qu'un franc-bord de 60 pieds serait impressionnant à voir. Ensuite, vous devez penser à sacrifier d'autres choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de navires de guerre à très faible franc-bord, comme les cuirassés de la fin de l'ère des cuirassés menant au premier pré-dreadnoughts, n'avaient pas une portée particulièrement longue. L'autre facteur est le problème de tenue à la mer, qui est simplement le fait que si votre franc-bord est de 4 ou 5 pieds, alors les vagues vont très facilement déferler sur votre navire, ce qui, comme nous l'avons discuté plus tôt lorsque nous parlions de l'étrave, est quelque chose de négatif. Et c'est en supposant que vous ne vous inondiez pas complètement à la manière de l'United States Ship Monitor. Mais un franc-bord élevé gardera votre navire bien au sec, mais en même temps, il aura des effets sur la stabilité et augmentera évidemment votre déplacement total et vous rendra une cible plus grande et meilleure. L'une des principales raisons pour lesquelles ces cuirassés de la fin de l'ère, et dans certains cas certains des premiers pré-dreadnoughts avaient un franc-bord si bas, était à cause de la quantité absolument massive d'armure qu'ils devaient porter en termes d'épaisseur totale pour résister aux tirs entrants, et cela signifiait que l'armure était si épaisse qu'ils ne pouvaient faire que la ceinture d'armure relativement courte en termes de hauteur totale par rapport à la longueur, et cela signifiait à son tour qu'ils pouvaient protéger une quantité relativement petite de la surface totale de la coque, et donc ils ont essayé de minimiser la quantité de coque, c'est-à-dire la cible, et ils ont donc dû en quelque sorte réduire leur coque pour adapter leur armure avec l'avènement de l'acier Harvey et plus tard de l'acier Krupp, permettant une couverture beaucoup plus large de la plaque d'armure tout en offrant des niveaux de protection similaires ou supérieurs. Le franc-bord a très rapidement augmenté à nouveau, car l'un des principaux problèmes rencontrés avec ce style de conception précoce était que la tenue en mer était absolument affreuse, et c'était l'une des principales leçons tirées de la Grande Flotte Blanche en réalité. Un certain nombre de navires de la Grande Flotte Blanche avaient été conçus soit principalement, soit en grande partie, au moins, pour la défense côtière, et avaient des francs-bords relativement bas, y compris l'étrave, et cela signifiait qu'ils avaient du mal à naviguer dans les mers particulièrement agitées lors de leur croisière mondiale dans le cadre de la Grande Flotte Blanche, un problème qui a été pris en main dès le retour de la Grande Flotte Blanche et incorporé dans la conception des futurs cuirassés américains. Un exemple de ce franc-bord partiellement surélevé peut en fait être vu sur le Her Majesty's Ship Dreadnought lui-même, ainsi que sur un certain nombre de cuirassés britanniques ultérieurs. Et c'est là que vous verrez si vous regardez en profil intérieur qu'il semble y avoir un franc-bord avant assez haut, mais lorsque vous regardez par exemple une vue à 3/4 ou une autre photographie, vous remarquerez que cette section haute est confinée à une bande relativement étroite au milieu du navire, et que les côtés du navire, lorsqu'ils s'évasent, ont en fait un second niveau qui continue le long de la majeure partie du reste du navire, qui est beaucoup plus bas. Cela est fait pour plusieurs raisons, le poids, la stabilité, l'absence de volume, le désir de minimiser la surface à protéger avec de l'armure, etc. Mais l'un des effets secondaires plutôt désagréables était que les canons de casemate devaient évidemment être montés dans la coque. Et si la coque le long des côtés est un peu plus basse, cela signifie qu'ils sont proches de l'eau. Et donc, les vagues et autres ont tendance à les inonder beaucoup plus facilement que si votre navire a un pont flush et un franc-bord relativement haut pour commencer. Une solution potentielle à ce problème est de simplement déplacer votre batterie secondaire hors de la coque elle-même et dans la superstructure. C'est quelque chose que plusieurs navires, y compris plusieurs cuirassés standards américains, feraient effectivement et
il y avait aussi une option légèrement particulière que vous pourriez choisir plutôt que de décider de votre franc-bord par niveau de pont entier. Vous pourriez effectivement rouler toute la coque vers le haut ou vers le bas dans une sorte d'effet de rampe ou de pente, quelque chose qui est le plus clairement visible sur des navires comme le Yamato, qui permet de maintenir une certaine continuité dans la coque globale, alors que descendre d'un pont entier a tendance à créer des points de stress sur la coque, tout en conservant certains des avantages d'avoir votre franc-bord plus haut dans les endroits où cela compte et plus bas dans les endroits où vous voulez économiser du poids. Une autre chose à considérer est votre superstructure et vos mâts. Vous pourriez penser que nous n'avons pas besoin de mâts sur les cuirassés Dreadnought, l'âge de la voile étant passé. Si nous devons gréer une voile sur notre cuirassé, avoir un mât ou non est probablement le moindre de nos soucis. Eh bien, vous pourriez avoir raison sur ce point, mais les mâts ont d'autres utilisations. Maintenant, pour être juste, à l'époque initiale du cuirassé Dreadnought, le mât n'avait pas besoin d'être aussi grand qu'il le deviendrait plus tard, mais il s'avère que les mâts sont très pratiques pour accrocher les choses quand vous avez besoin de quelque chose en hauteur, mais que vous ne voulez pas construire une énorme pyramide ou un immeuble de bureau pour atteindre cette hauteur. Bien sûr, plus tard, sur certains cuirassés, l'idée de construire un énorme immeuble de bureau sur le navire a été incorporée, mais c'était pour d'autres raisons. Néanmoins, avec le mât initialement, la principale chose que vous y auriez serait un poste d'observation, car plus vous êtes haut, plus vous avez de visibilité. La plupart des cuirassés Dreadnought ont été construits à l'époque pré-radar, vous pouvez voir plus loin, et cela est généralement considéré comme une bonne chose. Avec l'arrivée des systèmes de détection de portée et de contrôle du tir, ils devaient également être montés assez haut, car une fois de plus, ils étaient des systèmes basés sur l'optique, et ils avaient besoin d'une bonne ligne de visée. Les mâts étaient également relativement utiles pour passer des câbles afin d'y accrocher vos drapeaux, car les pavillons de signalisation ainsi que votre pavillon naval étaient très à la mode. Le pavillon naval et les pavillons de signalisation sont toujours présents, mais moins importants qu'à l'époque où ils étaient pratiquement la seule forme de communication en dehors de la lampe de signalisation. À l'époque du cuirassé Dreadnought, la technologie de la radio était également très présente, et donc les mâts avant et arrière étaient d'excellents endroits pour tendre de longues antennes radio, tant pour la transmission que pour la réception de communications radio à longue portée. Avec le temps, bien sûr, il y avait des directeurs de contrôle de tir secondaire qui avaient besoin d'équipements de télémétrie supplémentaires installés, et il y avait bien sûr l'avènement du radar, et bien que le radar soit une forme de détection électromagnétique, il a toujours besoin d'une ligne de vue, parce qu'à la fin de la journée, la lumière visible est juste une autre partie du spectre électromagnétique, et à moins que vous ne fassiez des tours vraiment funky avec un radar à longue portée pour essayer de voir au-delà de l'horizon, vous voulez vraiment que votre radar soit le plus haut possible pour qu'il puisse voir le plus loin possible, et même si vous allez utiliser le truc du radar à longue portée, avec un radar à longue portée, vous avez toujours besoin qu'il soit monté le plus haut possible pour que vous puissiez obtenir la ligne de vue maximale, et puis bien sûr vous avez des choses comme des canons anti-aériens. Maintenant, bien que vous ne puissiez pas monter un canon anti-aérien lourd comme une arme de 4 pouces et demi ou de 5 pouces sur un mât très haut, vous pourriez probablement le faire, mais vous manqueriez de munitions très rapidement. Vous pouvez monter des armes plus légères, comme dans la première partie de l'âge des cuirassés Dreadnought, des armes anti-torpilleurs, et donc vous pouvez voir la demande pour l'espace de mât et la charge de soutien du mât a augmenté très rapidement à mesure que l'ère des cuirassés Dreadnought avançait, et même certaines des choses plus anciennes comme les télémètres et les systèmes de contrôle de tir eux-mêmes ont augmenté en taille et en poids, donc même si vous pourriez encore avoir un directeur de contrôle de tir le même que dans le Her Majesty's Ship Dreadnought, comme dans le Her Majesty's Ship Vanguard, la taille, le poids et la complexité de celui du Vanguard seraient considérablement plus grands que celui du Dreadnought, et donc l'impact sur le mât et donc sa résistance devait changer considérablement. Et donc combien de mâts vous allez avoir, leur hauteur, leur type, leur résistance, etc., est en fait un point de considération clé lorsqu'il s'agit de la conception du cuirassé Dreadnought, et cela est lié à l'autre partie de la structure du navire qui n'est pas des canons au-dessus du pont principal, et c'est la superstructure.
Maintenant, dans les cuirassés Dreadnought initiaux, la superstructure était généralement une affaire assez discrète pour des raisons similaires à celles pour lesquelles vous ne construisiez pas un navire avec un franc-bord massivement haut parce que vous ne vouliez pas fournir une cible aussi massive. Une superstructure haute serait une cible très invitante et, pour des raisons de stabilité, ainsi que juste la surface générale, ne pourrait pas être particulièrement lourdement blindée si du tout. Et donc, bien, vous ne vouliez pas une énorme piñata inflammable qui frappe ici pour tuer beaucoup de gens à bord d'un navire de guerre, encore moins d'un cuirassé. Et donc, comme nous l'avons dit, les superstructures avaient tendance à être relativement petites, elles étaient généralement confinées à des choses telles que le logement, les magasins généraux non inflammables et, bien sûr, le pont. Mais, similaire au mât, les exigences de la communication radio, de l'équipement de contrôle de tir, occasionnellement des hydrophones et du sonar, ainsi que la complexité croissante des systèmes déjà installés tels que l'équipement de contrôle de tir, ont conduit à une augmentation assez substantielle de la taille des superstructures en général. Maintenant, vous aviez quelques hybrides étranges, tels que les mâts de pagode japonais, qui essayaient de fusionner le mât et la superstructure ensemble. Vous aviez diverses structures en forme de pyramide, vous aviez les superstructures étendues vers l'arrière, de sorte qu'elles formaient une partie beaucoup plus considérable du profil global du navire, espérons sans incorporer les cheminées. Vous aviez bien sûr l'idée britannique de la soi-disant Queen Anne's Mansion, qui consistait simplement à construire ce qui semblait être un gigantesque bloc d'appartements sur le dessus du navire et à tout ranger dans un joli paquet aérodynamique, relativement parlant. Et c'est juste la partie avant de la superstructure où l'on trouverait le pont, entre autres choses. La superstructure arrière a grandi et est tombée au fil du temps. Dans la dernière partie de l'ère des cuirassés Dreadnought, on pouvait souvent y trouver quelque chose comme un hangar à avions pour les avions du cuirassé à un stade très tardif. Cela serait retiré et remplacé par d'autres choses comme des logements supplémentaires pour l'équipage et des espaces de stockage pour le grand nombre d'armes anti-aériennes, légères et moyennes, qui pourraient se trouver sur un tel navire. Et dans les époques précédentes, selon ce qui se trouvait à l'intérieur de la coque du navire, vous pourriez trouver une superstructure arrière relativement minimale, juste là, pour fournir une plateforme pour quelques canons anti-torpilleurs et soutenir le mât arrière. Ou vous pourriez trouver une structure assez substantielle, conçue pour accueillir des hommes, du matériel et éventuellement d'autres choses aussi. Bien qu'ils ne soient pas strictement des cuirassés Dreadnought, les croiseurs de bataille de la classe Indefatigable sont un exemple relativement bien, entre guillemets, bon exemple d'une grande superstructure arrière, dans la mesure où ils illustrent assez bien le cas, mais en même temps, l'esthétique est assez épouvantable. Tous ces éléments, à un degré ou à un autre, influenceront la stabilité du navire, et la stabilité est une partie extrêmement importante de la conception d'un navire de guerre, en particulier d'un cuirassé, et ce n'est pas aussi simple. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le navire le plus stable n'est pas forcément le meilleur. La stabilité excessive n'est pas toujours souhaitable pour un navire. Pas tellement. Le navire le plus stable serait quelque chose de très large, et comme nous l'avons discuté, avoir un navire très très large conduira à des choses comme votre navire étant relativement lent, et donc ce n'est pas nécessairement une bonne chose. L'autre chose à prendre en compte, même si nous ne discutons pas en détail de l'armure, c'est qu'un navire large nécessite beaucoup d'armure de pont, et une armure de pont occupe une énorme surface par rapport à l'armure de ceinture, et donc rendre votre navire un peu plus large, par opposition à un peu plus haut, contribuera en fait à une augmentation beaucoup plus grande du poids total que vous devez consacrer à l'armure pour une épaisseur donnée par opposition à simplement avoir à augmenter la ceinture en hauteur un peu plus, même si la ceinture peut être considérablement plus épaisse que votre armure de pont. Mais néanmoins un navire très instable, donc disons quelque chose de très très étroit, très haut, avec un tirant d'eau relativement faible, roulera bien sûr pratiquement tout le temps. Il y avait des navires qui avaient la réputation de rouler avec beaucoup d'enthousiasme, dirons-nous, pour citer un marin en particulier. Il a dit que son navire roulerait s'il était laissé sans surveillance sur une pelouse mouillée.
Comme cela y a été couvert dans la vidéo sur le contrôle du feu et le traçage, ce n'est pas bon pour votre artillerie navale, parce que si votre navire est constamment en tangage, bien tangage, et roulis de gauche à droite, de haut en bas, etc., il va être très difficile de viser quoi que ce soit pendant plus d'1 ou 2 secondes à la fois. Si votre navire est très instable, c'est le meilleur des scénarios. S'il est vraiment instable, alors, eh bien, vous regardez quelque chose comme le Vasa ou le Her Majesty's Ship Captain, c'est-à-dire une rafale de vent particulièrement forte et vous basculez, et c'était tout ce qu'elle a écrit. Mais pourquoi un navire qui est vraiment très stable est une mauvaise idée pour un cuirassé Dreadnought? Eh bien, cela dépend de la façon dont un navire se remet d'un roulis. Si un navire est très instable, il va beaucoup rouler, mais ce roulis sera généralement relativement lent, à la fois parce qu'il couvre une zone beaucoup plus grande et parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de motivation à se redresser lui-même. Maintenant, un roulis lent est bon pour l'artillerie car il confère relativement peu de mouvement à un obus dans l'élément vertical à un moment donné, mais aussi parce que c'est un taux de changement relativement lent, il peut être compensé beaucoup plus facilement. Un navire ultra stable voudra effectivement se redresser aussi vite que possible humainement. Maintenant, c'est bien jusqu'à un certain point, par exemple dans une mer relativement plate, cela signifie que les petites vagues et les petites crêtes et creux que vous allez rencontrer ne feront pratiquement pas rouler le navire, donc vous naviguerez en ayant l'impression d'être sur une belle surface plate et niveau. Vous aurez une excellente artillerie car vos canons ne bougent pratiquement pas, sauf là où vous les pointez, ce qui est génial. Cependant, dès que vous vous retrouvez dans une mer significativement agitée, capable de faire tanguer et rouler votre navire, comme nous l'avons dit, votre navire va revenir à la verticale aussi rapidement que possible, et c'est en fait très mauvais, car il va faire pivoter votre navire brusquement plutôt que de le corriger doucement, et cela va vraiment perturber votre artillerie vraiment très mal. Pour utiliser un exemple concret, si vous aviez quelque chose comme un pistolet nerf ou quelque chose de ce genre, peut-être même un vrai, bien que je ne conseillerais vraiment pas de faire cela avec un vrai, car le potentiel pour que les choses tourne horriblement mal est assez élevé. Utilisons notre exemple de fusil nerf. Disons que vous essayez de tirer sur une canette avec un fusil nerf et que vous êtes à 20 mètres de distance. Vous pouvez viser et tirer, et après quelques tirs, vous pourriez même toucher quelque chose. Maintenant, si quelqu'un devait vous attraper par derrière par les bras, de sorte que vous ayez une traverse relativement limitée pour votre fusil nerf, et qu'il devait ensuite vous faire tourner, disons environ 90 degrés à droite lentement, puis 90 degrés à gauche, lentement, et ainsi de suite, vous pourrez occasionnellement tirer sur la cible, mais la grande majorité du temps, vous ne serez tout simplement pas en mesure de pointer votre fusil sur la canette en question. Cela simule donc un navire très instable. Maintenant, si cette personne devait, disons, sur une base légèrement plus rapide, mais toujours assez régulièrement, vous faire tourner d'avant en arrière sur un arc de 45 degrés plutôt que sur un arc de 90 degrés, vous allez initialement avoir quelques problèmes de tir, mais si c'est relativement régulier, vous pouvez voir la cible la plupart du temps, et vous avez un balayage assez prévisible. Espérons qu'après quelques tirs, vous commencerez à atterrir quelque part près de la cible parce que vous pourrez anticiper ce qui se passe et vous pourrez penser à l'avance. Vous verrez la cible entrer en vue, vous commencerez à aligner votre tir avant d'être réellement sur la cible et ensuite vous appuierez sur la gâchette. Des jours heureux. C'est donc une sorte de juste milieu où le navire roule mais n'est pas complètement instable. Maintenant, avec un navire super stable à nouveau en utilisant cet arc de 45 degrés, peut-être même un arc de 30 degrés, imaginez que la même personne vous a attrapé, mais au lieu de vous tirer doucement en arrière et en avant, au cours d'une seconde ou deux, il vous fouette essentiellement d'un côté ou de l'autre, il vous secoue brusquement en une fraction de seconde, hors angle de 30 degrés, puis de retour sur cible, puis hors angle de l'autre côté, puis 30 degrés, puis de retour sur cible, et il vous secoue correctement, les chances que vous touchiez jamais quelque chose sont pratiquement nulles, parce que votre vision, entre autres, sera juste en train de se rétablir à temps pour que vous soyez secoué dans une direction complètement différente.
c'est le danger du navire trop stable. Et un autre exemple rapide pendant que vous y êtes, ce serait de dire « regardez quelque chose comme un gros livre ». Si vous avez un très gros livre, et peut-être le relier avec un élastique juste pour faire la comparaison correcte. Maintenant, placez-le sur sa tranche, sur une surface plane, et en supposant que vous n'avez pas des compétences d'équilibre surnaturelles, il pourrait rester vertical pendant un petit moment, puis il va lentement chavirer, c'est un navire très instable. Maintenant, mettez-le à plat sur la même surface plane. Maintenant, vous représentez un navire très très stable. Puis soulevez-le, soulevez un côté, peut-être soulevez ce côté, un pouce ou deux, puis lâchez-le, et vous remarquerez qu'il revient directement, il tombe très très brusquement avec un peu de bruit, directement sur la verticale. C'est un vaisseau trop stable. Ce sont les deux extrêmes, et vous ne voulez ni l'un ni l'autre. Donc, lorsque vous prenez en compte toutes les exigences pour votre cuirassé Dreadnought en termes d'architecture navale, c'est l'une des choses, sinon la chose la plus importante à calculer. Et c'est très difficile à calculer, c'est là que la hauteur métacentrique du navire entre en jeu. Entre autres choses, parce que vous devez savoir non seulement combien votre navire est lourd, combien il est long, combien il est large, combien il y a de francs-bords, mais vous devez aussi savoir où se trouvent tous ces poids dans un navire, parce que vous pourriez avoir un navire qui a exactement les mêmes dimensions de coque qu'un second navire, mais si sur un navire, vous chargez tous vos poids lourds tout en bas dans la profondeur du navire, il sera vraiment très stable. Vous mettez tous ces poids juste sur le pont du navire, et le navire se renversera probablement dès qu'une forte brise se lève, et pour être honnête, si vous ne l'avez pas chargé très très soigneusement, il se renversera probablement juste à quai. Donc encore une fois, les deux extrêmes, mais vous devez savoir où se trouvent tous ces différents poids, et c'est l'un des grands secrets de l'architecture navale, et de la construction de navires, surtout en ce qui concerne les cuirassés. Car contrairement à presque tous les autres navires de guerre, un cuirassé a délibérément un certain nombre de charges très très lourdes, très haut dans le navire, à savoir les tourelles de canon principales. Ces éléments sont complètement antithétiques à toute forme de stabilité réelle, car l'une des règles clés de la stabilité est d'avoir autant de charges lourdes que possible au plus profond du navire. Plus la charge est haute, plus votre navire devient instable, et donc l'équilibrage de ces facteurs devient une partie critique de toute construction de cuirassé Dreadnought. C'est par exemple pourquoi, entre autres raisons, les Russes, lorsqu'ils ont conçu le Gangut et ses divers dérivés, ont opté pour l'approche dite du fer à repasser, où toutes les tourelles sont au même niveau. Ils auraient pu opter pour le surfeu. Mais un ensemble de tourelles en surfeu impliquerait d'avoir au moins 2 tourelles. Si vous optez pour les 4 triples du Ganga montés dans une position qui serait au moins un pont, peut-être plus haut, et cela rendrait le navire moins stable, et lorsque vous essayez de construire un navire qui doit faire face à beaucoup de glace accumulée sur ses surfaces supérieures, ce qui diminuera encore plus la stabilité en augmentant les charges plus haut, vous ne voulez vraiment pas contribuer de quelque manière que ce soit à rendre le navire moins stable dès le départ, et donc l'approche dite du fer à repasser rend en fait le navire un combattant relativement stable s'il se trouve être recouvert de glace. Et c'est avant que les considérations de poids d'une barbette plus haute et toutes ces autres sortes de choses entrent en jeu également. Donc, avec tout cela réglé, vous pourriez maintenant essayer de déterminer comment la tenue en mer de votre navire va être. La tenue en mer a un certain nombre de facteurs, pratiquement tous ceux dont nous avons déjà discuté pour être honnête, et quelques autres mineurs ajoutés, mais la tenue en mer est une mesure de la capacité de votre navire à rester opérationnel en termes de sa mission principale lorsqu'il est en mer. Maintenant, en théorie, vous pouvez faire un navire qui est excellent pour la tenue en mer. Si tout ce que vous voulez faire est de traverser l'océan, dans ce cas, vous mettez simplement un franc-bord très au-dessus, mais comme nous l'avons dit, avec les navires de guerre Dreadnought, les cuirassés Dreadnought, il y a beaucoup plus à votre mission que cela. La tenue en mer, les deux principaux facteurs qui entrent en jeu sont l'eau par-dessus l'étrave, et l'eau le long des côtés, et dans quelques cas, comme le Her Majesty's Ship Hood, le croiseur de bataille, occasionnellement de l'eau remontant par l'arrière, mais l'eau le long des côtés, c'est une combinaison des vagues de proue et de l'action générale des vagues sur le navire en fonction de la vitesse à laquelle il avance.
cette tenue en mer est agaçante. Mais secondaire. Préoccupation, car si l'eau atteint une hauteur suffisante, elle peut emporter les canons de casemate, les rendant inutilisables. La raison pour laquelle c'est une préoccupation secondaire est bien qu'elle affecte la batterie secondaire. Donc cela pourrait affecter votre capacité à contrer les destroyers et les torpilleurs ennemis. Et dans certaines circonstances, cela pourrait contrer votre capacité à agir contre les navires de guerre ennemis avec votre armement secondaire, bien que cela soit une préoccupation beaucoup moindre, et pour être tout à fait honnête avec vous, si c'est sur un navire bien conçu. Si vos casemates sont inondés, les mers sont probablement trop hautes pour qu'un petit navire comme un destroyer ou un torpilleur puisse s'approcher de vous. Néanmoins, sur un navire bien conçu, des erreurs de conception peuvent être commises. Il se peut même que tout votre pont de casemate ne soit pas inondé, bien que cela puisse arriver. Il se peut simplement que certaines positions de canon de casemate soient constamment inondées à cause de l'endroit où se trouve la vague d'étrave, alors qu'elle se déverse sur le flanc du navire. La classe Queen Elizabeth était réputée pour cela. Certaines de leurs canons de casemate de 6 pouces pouvaient être utilisés par temps raisonnable, mais les canons de casemate avant étaient absolument horribles, et à pratiquement n'importe quelle vitesse et pratiquement n'importe quelle mer, ils étaient juste quelque chose comme un marécage, donc finalement la solution était simplement de les plaquer et de s'en débarrasser. Mais la principale partie de la tenue en mer, pour être parfaitement honnête, se résume à l'étrave, et nous avons déjà discuté de certains aspects de l'étrave. Mais deux parties majeures de la tenue en mer, en ce qui concerne l'étrave, sont à la fois combien d'eau prend-elle sur le pont à cause du tangage et combien d'eau prend-elle sur le pont à cause de sa forme générale. Maintenant, les deux sont liés, mais en termes de sa forme générale, c'est juste comme si vous traversiez une mer théoriquement parfaitement plate. Est-ce que l'étrave projette beaucoup d'eau quand c'est l'onde de proue? Évidemment, plus vous allez vite, plus cela va se produire. Et il y a des moyens de réduire cela. Nous avons dit comme l'étrave bulbeuse. Mais de l'eau va toujours être projetée. Et quand cette eau est projetée, est-ce qu'elle passe par-dessus le pont? Parce que si c'est le cas, alors cela peut causer des problèmes. Non seulement vous chargez le navire, ce qui fait que le navire enfonce légèrement plus son étrave dans les vagues, ce qui va permettre à encore plus d'eau de passer par-dessus, etc., etc., une sorte de cycle vicieux de rétroaction jusqu'à ce que la flottabilité du navire le repousse vers le haut. Mais aussi cette eau va s'écouler quelque part. Maintenant, elle peut s'écouler sur le côté de votre navire, la plupart le fera, mais une partie s'écoulera plus loin, interférant avec vos canons avant, une partie importante de votre batterie principale. Maintenant, certains navires, parmi d'autres mesures, essaieraient de surmonter cela avec ces plaques de déflexion qu'ils installeraient pour essayer de dévier le pire de l'eau, mais ils ont un succès mitigé car beaucoup d'autres choses dépendent également de l'inclinaison du navire. Comme nous l'avons dit, un navire très long est très rapide et évidemment, vous voulez minimiser votre surface de section transversale. Vous ne voulez pas simplement coller une porte de grange à l'avant de votre navire car c'est un beau profil plat qui aura une résistance maximale. Donc les navires très rapides auraient généralement des proues relativement fines, ce qui signifie relativement minces et pointues. C'est excellent pour la vitesse, mais cela signifie aussi que le volume global de la proue est en réalité assez petit. Si le volume de la proue est assez petit, alors quand un navire heurte une vague et qu'il tangue vers le haut puis vers le bas, cette proue s'enfoncera dans l'eau très très bien et efficacement, et elle continuera à avancer encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors que de plus en plus de la partie avant du navire est submergée, on arrive à un point où assez de la proue du navire est submergée pour qu'il y ait maintenant une flottabilité positive, car une proue très fine pourrait avoir une flottabilité négative. C'est-à-dire, si vous la coupez simplement, même si elle était parfaitement scellée, elle serait assez lourde pour couler et assez dense pour couler, alors votre proue se cabrera, mais si votre proue est vraiment bien enfoncée, eh bien, il y a maintenant une augmentation massive de la surface totale du navire qui est sous l'eau, ce qui va créer une énorme traînée et vous ralentir. Et deuxièmement, il va y avoir beaucoup d'eau qui passe par-dessus la proue, ce qui signifie que votre batterie avant n'est probablement pas prête pour une journée particulièrement agréable. Inversement, un navire avec une proue un peu plus pleine, c'est-à-dire un peu plus gros si vous voulez utiliser ce mot particulier, plus large,
proue qui s'élargit beaucoup plus rapidement, ce type de proue aura beaucoup plus de flottabilité vers l'avant, de sorte que, lorsqu'elle plonge, elle va commencer à rebondir beaucoup plus tôt, et cela va maintenir la proue, relativement parlant, sans eux, tout est quelque peu variable, car les vagues sont hors de votre contrôle, en particulier les grosses vagues, donc de grandes crêtes, et des creux signifient que à peu près n'importe quel navire va enterrer sa proue dans l'eau, mais il y a un point où cela se produit qui varie en fonction du navire en question, et bien sûr, si votre principale puissance de feu est vos canons principaux, et dans beaucoup de navires, si vous avez la plupart de votre puissance de feu de canon principal concentrée à l'avant. Donc les navires avec 3 tourelles triples ont tendance à faire cela, et aussi les navires comme le King George V et ainsi de suite. Alors vous ne voulez vraiment pas que votre batterie principale avant soit balayée par la mer dans pratiquement tous les temps, donc la tenue en mer est un facteur très important. Ensuite, vous devez considérer la disposition du navire. Maintenant, nous avons mentionné cela en passant avec la disposition potentielle des tourelles. Évidemment, si vous optez pour l'approche des 4 jumelles, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, vous avez une disposition relativement équilibrée si vous avez 2 triples à l'avant et un triple à l'arrière, ou un quadruple à l'avant, et un jumeau et un quadruple à l'arrière, ou si vous allez dans le style Nelson ou Richelieu et que vous optez pour un armement tout à l'avant, tout cela va affecter la disposition générale de votre navire. Idéalement, vous voulez que votre navire soit en équilibre, sur un niveau horizontal bien droit. Si vous mettez trop de poids à l'avant, votre navire va enfoncer son étrave dans la mer, car l'équilibre dépend non seulement de la hauteur, mais aussi de la répartition du poids le long du navire. Si vous mettez tout votre poids à l'arrière, eh bien la proue va se lever et vous allez ressembler à un énorme bateau de vitesse surarmé, ce qui est tout simplement ridicule et va également rendre totalement inutile la plupart de votre schéma d'armure, car toute votre armure à l'arrière va être bien sous l'eau, toute votre armure à l'avant va être si haut que les parties non blindées de la coque en dessous sont exposées et votre seule partie bien protégée est un point très finement équilibré au milieu du navire. Donc, la disposition générale de l'endroit où vous mettez tout est très importante. Et cela peut également affecter, en fait, lorsque vous parlez de certaines parties du navire, comment d'autres parties sont disposées. Donc cela est lié à la machinerie, ainsi qu'à des choses comme les tourelles de canon, parce que si votre machinerie est par exemple des moteurs à triple expansion, ils sont considérablement plus hauts que la turbine moyenne, ce qui signifie que vous n'aurez peut-être pas l'espace au milieu du navire pour des tourelles de canon comme une tourelle Q, et donc vous finirez, si vous voulez, une puissance de feu similaire à devoir mettre plus de canons et ou plus de tourelles à l'avant ou à l'arrière de votre navire. A l'inverse, avec des moteurs à turbine, il est possible d'avoir une tourelle Q au centre du navire, comme sur l'Orion ou le King George V par exemple. Kaiser ou non, en fait, les Königs, pas les Kaiser et les Iron Duke. N'oubliez pas de considérer des éléments comme les tourelles d'ailes des premiers dreadnoughts. 2 tourelles d'ailes, ou plus de chaque côté, nécessitent un navire plus large pour adapter la superstructure centrale et avoir une largeur suffisante de la coque pour une tourelle d'aile de chaque côté, contrairement à un armement entièrement sur la ligne médiane. Si vous visez un navire relativement lent, donc en 20-20, un nœud, alors vous allez avoir moins de machinerie que si vous visez une vitesse moyenne comme 25 nœuds ou, plus tard, une haute vitesse 28, 30 ou 33 nœuds. Plus vous avez de machinerie, évidemment, plus vous avez besoin de volume, et plus vous avez besoin de volume, plus vous déplacez. Et donc plus vous avez besoin de machinerie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi les navires très rapides tendent à opter pour ce rapport très fin, longueur-largeur ou longueur-largeur, car cela vous permet d'avoir suffisamment de volume pour mettre toute la machinerie dont vous avez besoin pour aller vraiment très vite sans augmenter massivement votre largeur globale et donc votre surface transversale globale face à l'avant qui ne ferait que générer beaucoup de traînées qui vous ralentirait à nouveau. Et cela nous amène à un autre facteur, le système de défense contre les torpilles. Maintenant, nous n'allons pas discuter de cela en termes de protection contre les attaques de torpilles, cela convient mieux à une discussion sur le côté protecteur des navires, mais le système de défense contre les torpilles va prendre tout le volume et la façon dont ce volume de coque est pris va être un facteur majeur dans l'architecture de votre navire, car vous pourriez monter le système de défense contre les torpilles à l'extérieur sous forme de renflement.
ce qui vous permet de maintenir beaucoup plus de volume interne, ce qui vous permet de mettre toutes sortes de choses intéressantes à l'intérieur. Cependant, bien sûr, cela augmente votre surface globale et section transversale, ce qui vous ralentit. Vous devrez donc faire un compromis sur ce point. Alternativement, vous pourriez avoir votre système de défense contre les torpilles intégré entièrement dans votre disposition de coque globale, ce qui vous permet de maintenir une approche beaucoup plus élégante et vous permet de maintenir une vitesse beaucoup plus élevée, mais bien sûr, ce système de défense contre les torpilles prenant maintenant du volume interne signifie que vous avez moins de volume global pour mettre d'autres choses dans le navire, comme par exemple la machinerie, les salles de coquilles, les magazines, l'équipage, etc. Bien sûr, si vous avez un petit système de défense contre les torpilles, alors votre navire entier pourrait finir au fond, à quel point tous vos autres choix de conception agréables ne vont pas vraiment faire beaucoup de différence. Abordons maintenant le dernier point, c'est les matériaux. Les matériaux sont très importants car les navires ont besoin de flexibilité. En théorie, vous pourriez construire un navire avec un matériau comme du verre. Le verre en très grand volume, ou un matériau semblable au verre, est, bien sûr, incroyablement fort, mais aussi relativement fragile. Donc, il se briserait simplement. Eh bien, l'idée d'un cuirassé en verre de 45 000 tonnes, se brisant la première fois qu'il rencontre une grande vague, est amusante à imaginer, mais peut-être pas si amusante à vivre. Donc, vous devez utiliser un mélange de matériaux. Vous voulez des matériaux plus ductiles pour la structure globale du navire, bien qu'ils doivent être résistants pour qu'ils puissent se plier, mais ils ne vont pas se déchirer, se déformer de manière permanente très facilement, alors que, évidemment, pour les zones plus protégées du navire, vous voulez des choses incroyablement dures pour résister aux tirs entrants, aux éclats d'obus, aux ondes de choc et autres. Et la qualité de ces matériaux va également faire une énorme différence en termes de leur force et de leur résistance globale, ainsi que de leur durabilité globale. Et limite de fatigue, c'est assez important sur un navire, car un navire ne va pas simplement être fléchi une fois, il va être constamment fléchi. Et le type d'acier que vous voulez utiliser dans la construction globale de votre navire est un type d'acier qui va fléchir en avant et en arrière. Encore et encore, dans des limites raisonnables, sans perdre trop de force, alors que si vous utilisez quelque chose de relativement doux, comme le fer, c'est assez facile de plier un clou en fer pour être parfaitement obtenu. Un clou en fer doux est presque n'importe qui avec une quantité décente de force. Si c'est un clou relativement long, peut simplement le plier en deux, mais le plier en avant et en arrière une douzaine de fois, et tôt ou tard, il va juste se casser, ce qui n'est encore une fois pas une bonne caractéristique pour un cuirassé. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de complexité quand il s'agit de différents types d'acier qui entrent dans la construction de navires de guerre, surtout la construction de cuirassés de type Dreadnought. Dans la vidéo sur la fabrication d'une armure, nous avons abordé les complexités pour réaliser cet aspect du navire. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel acier dans le reste de la structure pour les raisons évoquées. Il y avait presque autant, si ce n'est dans certains cas plus de science, qui est entrée dans la façon de fabriquer le matériau de la coque d'un cuirassé que dans le matériau de l'armure, parce qu'en fin de compte, le matériau de l'armure avait un objectif particulier qui était de résister aux obus entrants, tandis que le matériau de la coque devait résister à la flexion longitudinale, à la flexion latérale, à la rouille, à la fatigue constante, aux ondes de choc, à avoir des choses percées dedans, à avoir des poids posés dessus, à avoir ces poids qui se déplacent tout le temps. Il avait beaucoup à faire, disons. Maintenant, il y a d'autres choses à considérer, comme nous l'avons dit. Il y a une discussion détaillée à avoir sur la hauteur métacentrique. Il y a certainement une discussion assez étendue à avoir sur diverses formes de coque lorsque vous regardez les profils de haut en bas de quelque chose comme Bismarck, Littorieux, King George, Cinq, Queen Elizabeth, et ainsi de suite. Vous aurez tendance à voir une forme constamment courbée, et même avec un navire comme le Vanguard, vous verrez cela, bien que terminé par une poupe transom qui est encore sa propre discussion spécifique. Mais lorsque vous regardez quelque chose comme par exemple une classe Iowa ou la classe Montana plus tard, telle qu'elle a été conçue, et même dans une certaine mesure des choses comme les South Dakotas et les North Carolina, vous remarquerez que, bien qu'il y ait un bel arrondi sur la poupe et une proue assez fléchée, le milieu de ces navires est presque entièrement carré.
Ce sont juste des lignes droites tout le long. Il y a toute une autre discussion à avoir sur la forme de la coque, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons couvrir dans cette vidéo en particulier, parce que les discussions sur ce genre de problème prendraient pratiquement tout le temps de cette vidéo. Encore une fois, donc nous examinerons cela à un moment donné, dans le futur, avec dans des vidéos séparées, évidemment des choses comme comment équilibrer votre cuirassé entre vitesse, protection et puissance de feu, mais pour l'instant c'est un bref et très haut niveau, regard sur certains des principaux facteurs impliqués dans l'architecture navale de la conception d'un cuirassé Dreadnought. Il y a encore beaucoup à examiner, et nous le ferons plus tard dans le futur. Il y a beaucoup de livres sur le sujet, croyez-le ou non, et il y a beaucoup de livres sur des aspects individuels de ce que nous venons de couvrir. 5-10 minutes sur un sujet donné ne peuvent pas égaler le contenu global d'un gros tome de 3 ou 4 pouces d'épaisseur. Mais espérons que cela vous donnera une idée de pourquoi les choses sont importantes et des principaux pièges à éviter. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté, et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé. Pour tout commentaire ou suggestion de navire à examiner, laissez-nous un message ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.